Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence organisée par l'antenne lyonnaise de l'Union des étudiants arméniens de France, en partenariat avec l'association d'histoire de Sciences Po Lyon, Archium. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir Vincent Duclerc, que nous remercions chaleureusement pour sa présence. Il vient ce soir nous présenter son dernier ouvrage, Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint, paru aux éditions des Belles Lettres. À travers cette conférence, nous aurons l'occasion d'aborder des enjeux majeurs liés à l'histoire, à la mémoire et à leur résonance contemporaine. L'Union des étudiants arméniens de France, que je préside à Lyon, a pour vocation de fédérer la communauté étudiante et jeune professionnelle arménienne en France. Elle œuvre pour son développement académique, culturel et professionnel à travers divers événements, tout en contribuant à la mise en lumière des enjeux arméniens et de la cause arménienne dans les milieux éducatifs et universitaires. Nos actions s'inscrivent dans une dynamique de transmission, de sensibilisation et d'ouverture, et cette conférence en est une illustration. Elle s'adresse autant à celles et ceux qui connaissent déjà ces thématiques qu'à celles et ceux qui souhaitent les découvrir, enrichir leur compréhension et approfondir leurs réflexions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à un membre d'Archium, Maël, pour sa présentation, avant l'introduction de la conférence par Narek. Merci à toutes et à tous pour votre présence et très bonne conférence. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir ce soir. Donc, nous sommes l'association Archium. C'est une toute nouvelle association historique à Sciences Po Lyon. Donc si vous ne nous connaissez pas, vous pouvez aller voir notre compte Instagram. Donc c'est ARKIUM. On est super gentils et on compte organiser de nouvelles conférences comme celle-ci. Et c'est un honneur de pouvoir organiser ce soir une conférence avec l'Union des étudiants arméniens. Voilà, merci beaucoup. Nous vous remercions donc également. Donc nous allons donc commencer la conférence par une courte introduction, histoire de poser les bases, et nous poursuivrons ensuite avec les questions. Dans un discours tenu secret, lors de la clôture d'une réunion du comité Union et Progrès de 1915, le groupe des jeunes Turcs, le docteur Nazim déclarait « Si nous nous contentons des massacres locaux, du type de ceux qui ont eu lieu à Adana et ailleurs en 1909, si cette purge n'est pas générale et définitive, elle conduira inévitablement à des problèmes. Il est donc absolument nécessaire d'éliminer le peuple arménien dans son intégralité, afin qu'il n'y ait plus d'Arméniens sur cette terre et que le concept même d'Arménie soit éteint. » Et il poursuivait en affirmant que la procédure, cette fois-ci, sera celle d'une annihilation totale. Il est nécessaire que pas un seul Arménien ne survive à cette annihilation. Plus d'un siècle plus tard, le Haut-Karabakh, au Karabakh, Artsakh en arménien, enclave arménienne au cœur du Caucase, est aujourd'hui le théâtre d'une tragédie humaine et historique. L'isolement de plus de 120 000 Arméniens, jusqu'à 150 000, soumis au blocus total et privés de besoins vitaux, illustre alors l'érosion des principes du droit international et de l'humanité. Ce drame contemporain résonne avec les épisodes sombres du passé, rappelant le génocide arménien de 1915, un crime que l'historien Vincent Duclerc, que nous recevons, qualifie alors de génocide sans fin, un processus continu visant à effacer l'existence même du peuple arménien, nous l'avons compris, dans son intégralité. Et pour le présenter rapidement, Monsieur Vincent Duclerc, vous êtes donc historien, enseignant-chercheur et inspecteur général de l'éducation nationale, spécialiste des génocides et des processus génocidaires. Vous avez notamment présidé la Commission française d'historiens sur le rôle de la France au Rwanda, et vous êtes, entre autres, spécialiste de la question arménienne, de l'affaire Dreyfus, qui lui est intimement liée, et de l'ensemble des processus génocidaires. Nous commencerons par une question donc d'ensemble, avant d'entrer dans le vif du sujet. Quel est le contexte d'écriture de votre ouvrage et pour quelles raisons l'avez-vous rédigé? En d'autres termes, dans quelles conditions avez-vous eu l'occasion de l'écrire? Merci beaucoup. Donc merci en tout cas aux associations, à leurs responsables. Moi je trouve que c'est vraiment excellent que la jeunesse se mobilise de cette manière-là. C'est eux qui sont en train de construire le monde et vraiment il faut les féliciter. Vraiment Et en plus, la conférence est très bien organisée. On a choisi précisément donc je ne vais pas faire en fait un exposé, mais en fait je vais répondre aux questions et ça veut dire aussi que bien sûr il y aura des questions de la salle. C'est eux qui ont décidé. Je suis vraiment extrêmement content d'être à Lyon. Je viens souvent à Lyon, notamment à l'invitation des
associations arméniennes, mais aussi des élus, en particulier Georges Kepenekian qui a été maire de Lyon, et puis Jean-Paul Brett qui est ici présent et qui nous a souvent accueillis à Villeurbanne. Villeurbanne qui fait beaucoup de choses aussi pour cette question des génocides, le soutien aussi, il faut le rappeler, aux démocrates turcs, parce que il y a beaucoup effectivement de gens extrêmement courageux en Turquie ou en exil qui essayent de défendre la vérité sur effectivement le fait que l'Empire ottoman et ensuite la Turquie, on va y revenir, ont perpétré ou parachevé le génocide des Arméniens. Donc merci beaucoup je vais répondre tout de suite à la question. Alors si je parle de mon livre, que c'est un dossier que j'ai essayé de traiter comment ça s'est passé. Moi j'ai été effectivement, on sortait, vous l'avez mentionné, du long travail sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Ça a donné lieu à un rapport qui a été demandé par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est très souvent présent aux côtés des Arméniens, comme l'a été François Hollande. Là, de ce point de vue-là, il y a vraiment un consensus politique en France pour soutenir les Arméniens, pour défendre la vérité. Il y a quand même eu la loi de reconnaissance, il y a eu une tentative de pénalisation de la négation du génocide. Donc la France est quand même toujours aux côtés des Arméniens et on y travaille. Mais il faut aussi effectivement que la connaissance se diffuse. Elle se diffuse dans les universités, dans les IEP, comme là. Le génocide des Arméniens est au programme de troisième, de première, de terminale. C'est important. Aujourd'hui, les élèves de collège et de lycée, en tout cas en lycée, étudient 3 génocides. Le génocide des Tutsis, le génocide des Juifs d'Europe et le génocide des Arméniens. Et ils comprennent aussi qu'il y a un processus, une phase paroxystique, ensuite un négationnisme. C'est extrêmement important, effectivement, de travailler dans la comparaison. Et la comparaison, c'est pas l'appauvrissement de chaque item, de chaque génocide. Au contraire, on comprend mieux chaque génocide en les comparant. C'est très important de le voir. Et c'est pour ça aussi que moi je travaille justement sur les différents génocides en termes aussi de comparaison. On reste extrêmement mobilisé sur la situation et c'est vrai qu'en plus, moi dans la commission que vous avez mentionnée sur le génocide des Tutsis, il y avait le professeur Kevorkian, Raymond Kevorkian, qui du reste est originaire de Lyon, et on était, à Valence, au moment du déclenchement de l'offensive d'octobre 2020. On était très inquiets de ce qui se passait. Et puis vous savez qu'à l'issue de la guerre de 44 jours, ça a été la défaite à la fois effectivement des forces du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, et puis la défaite aussi de l'armée de la République d'Arménie. Ça a été extrêmement douloureux, il faut y insister. Et puis, il y a eu, donc à partir de novembre, 9-10 novembre, le cessez-le-feu imposé par la Russie, avec déjà une perte pour on va voir les cartes, mais une perte pour les habitants du Haut-Karabakh, les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, qui appartenaient à une république autonome. C'est vrai que cette république autonome du Haut-Karabakh, ou de l'Artsakh, elle était reconnue par personne, mais il n'empêche qu'il y a eu une volonté populaire de la créer. Donc, si vous voulez, il y a eu une entité souveraine, et ça, il faut y insister, avec un parlement, un gouvernement. À l'issue de la guerre de 2020, le Haut-Karabakh a perdu une partie, notamment de la région de Chouchi, ce qui a été extrêmement dramatique, a perdu tous les territoires qu'elle avait conquis, que l'Arménie avait conquis, en 1994, permettant de faire le lien entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Et donc un couloir reliant le Haut-Karabakh et l'Arménie, le tout sous un contrôle russe. D'accord ? Et en fait, pour revenir vraiment sur la question, pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai écrit ce livre, c'est que au printemps 2021, donc quelques mois après la défaite,
le blocus, et vous avez mentionné, le blocus donc du Haut-Karabakh s'est imposé. C'est une manipulation donc des vainqueurs azerbaïdjanais et turcs, enfin, surtout l'Azerbaïdjan qui en fait a bloqué le couloir, le corridor de Lachin. Au fond, écartons les Russes, qui théoriquement étaient les garants du cessez-le-feu et de la possibilité pour les Artsakhiyotes de vivre. Donc blocus intégral, à partir de décembre, exactement de décembre 2020. Donc on est effectivement dans ces zones-là, et donc en 2022, vous avez donc en décembre 2022, vous avez le blocus qui débute, et on arrive donc au printemps 2023, très exactement. Et là, la situation commence à devenir extrêmement dramatique pour les habitants du Haut-Karabakh, parce que ils sont affamés. Et c'est, je veux dire, un blocus complet. Je veux dire, rien ne passe. Il y a un peu de contrebande, mais rien ne passe. Bon. Donc c'est un viol complet des engagements de la Russie, donc la Russie qui abandonne complètement les Artsakhiyotes, qui abandonne les Arméniens, et donc c'est la famine qui règne au Karabakh pendant des mois. Et on l'a vu parce que quand les habitants du Haut-Karabakh ont fui après l'offensive du 19 septembre 2023, il faut voir les visages, les yeux exorbités dans les orbites, et la marque de carence énorme. Il y avait déjà des morts de faim donc au Karabakh. Et et je reviendrai sur la qualification de génocide. Mais juste pour terminer, moi je travaille beaucoup avec les éditions Les Belles Lettres, on fait un certain nombre de choses, et la présidente des Belles Lettres me dit donc au printemps 2023, Vincent, il faut faire quelque chose pour les Arméniens. Elle venait en fait d'être présente à la remise des prix des trophées du livre arménien organisé par la Nouvelle d'Arménie, et parce qu'un de ses livres avait été donc récompensé, le livre d'Olivier Bouquet, et elle avait découvert effectivement l'extrême solitude quand même des Arméniens, parce que personne ne s'intéressait véritablement à leur sort. Et donc on a décidé d'écrire ce petit livre en fait, voilà, qui est ici. Donc il y a eu aussi, j'ai fait un article pour une revue, et ce petit livre, en plus, la présidente des Belles Lettres l'a mis à un prix très très avantageux, à peine 10 €, et on a vraiment décidé d'en faire un livre, donc ce qu'elle appelait un peu un choc de conscience. C'est-à-dire, en fait, les Arméniens sont seuls, personne ne s'intéresse à eux, donc il faut essayer de mobiliser la société, de faire un choc de conscience. Il faut agir, quoi. Voilà. Il faut agir comme vous agissez, c'est bien. C'est un peu ce qu'a fait Jean Jaurès, on en reparlera. Lorsque l'amiral d'Artiche du Fournay sauve les Arméniens du Haut-Karabakh, c'est pareil. Et donc, juste pour revenir sur ce que vous bien avez sûr. dit, donc dans ce livre, vous définissez aussi le génocide sans fin, Oui. donc qui n'a pas de fin. Est-ce que vous pourriez Tout nous à donner fait, des éléments de définition de ce Voilà. concept? Je vais y venir, et juste effectivement dire que le livre, alors, juste un point quand même de détail, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose, et ça vaut la peine d'agir quand même, je pense, parce que en fait, le livre, donc, on l'a publié, on a déjà travaillé pendant l'été 2023, d'accord. Et puis, vous le savez bien, le 19 septembre, une offensive massive donc des troupes d'Azerbaïdjan, qui bombarde ce qui restait du Haut-Karabakh, et donc tous les habitants du Haut-Karabakh vont fuir, d'accord, vont fuir, et le livre sort à ce moment-là. Et donc, il s'est trouvé quand même que j'ai été invité par pas mal de médias pour en parler, et j'ai pu développer, alors justement, donc j'y viens, ma thèse, qui est la thèse, je veux dire, d'un génocide long, d'un génocide sans fin. Voilà. Donc, et
en fait, vous allez voir, et donc je le développe un instant, c'est assez... moi, ma thèse, et ça a été soutenu par donc le rapport que le premier procureur de la Cour pénale internationale a fait sur le sujet, qui s'appelle Ocampo, et Ocampo donc a fait un rapport au moment où je publiais mon livre. On s'est retrouvés d'accord sur le sujet. C'est que ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est que le blocus qui a été imposé donc, aux habitants du Haut-Karabakh, donc on peut regarder tout de suite une carte, et après je reviendrai sur les... ma carte n'est pas excellente, mais donc vous avez effectivement le Haut-Karabakh, donc déjà amputé là, après la défaite de 2020 de la partie de Chouchi, puis là vous avez un corridor. Donc le corridor il est bloqué, c'est un blocus. Bon. Et donc ce blocus, on le sait, et donc les Azerbaïdjanais et le président Aliyev, parce que c'est d'abord un régime, les Azéris préféraient certainement vivre sous un régime de démocratie que de dictature, celle d'Aliyev qui est particulièrement sanglante. Eh bien, lorsque on interdit à une population de survivre, de manger, de boire, d'avoir des médicaments, eh bien, on réalise un acte de génocide. C'est clair, c'est, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est très claire sur ce sujet-là. On expose les populations à des conditions inhumaines qui les font disparaître. D'accord. Donc, nous, on a l'idée, si vous voulez, qu'un génocide, c'est notamment ce qui se passe à Auschwitz-Birkenau. On en a parlé, puisqu'il y a le 27 janvier, donc il y a 3 jours, on commémorait la découverte du camp d'Auschwitz-Birkenau, c'est-à-dire on pense qu'un génocide, c'est une grande usine de mise à mort des populations. Mais non, je veux dire, la destruction des populations par la faim, c'est aussi une arme du génocide. Ça a été réalisé dans le ghetto de Varsovie, ça a été réalisé contre les Arméniens en 1915. Donc, c'est une manière de faire disparaître des gens. Oui, bon. Et donc, moi, j'ai dit, effectivement, c'est un acte de génocide. Alors, effectivement, la question, c'est est-ce que les Azerbaïdjanais voulaient effectivement faire périr 120 000 Arméniens par la faim ? On ne sait pas. Parce qu'ils ont arrêté ce blocus et ils ont bombardé. Et au fond, tous les Arméniens ont quitté, les 100 000 Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh. Donc ils sont partis. Ils sont partis par le couloir qui a été ouvert brièvement. Ils sont tous partis. Parce qu'ils avaient compris ce que les Azerbaïdjanais, enfin plutôt le régime du président Aliyev, était capable de faire. C'est-à-dire de les détruire. Bon. Donc ils sont partis. Parce que l'objectif, c'est d'abord de rester en vie. D'accord ? Parce que si vous restez en vie, vous pouvez effectivement continuer, vous maintenez en vie la population, le peuple, vous comprenez, Donc c'est essentiel. Je veux dire, une nation va effectivement survivre grâce à la filiation, grâce aux enfants qui vont naître. Donc l'objectif, c'est rester en vie, d'accord ? Bon, donc ils sont restés en vie. Mais en fait, moi, ma thèse, c'est que l'Azerbaïdjan a utilisé une arme de génocide. Et même si l'Azerbaïdjan n'avait pas la volonté de faire périr les Arméniens par la faim, le fait même, ça c'est très important, d'utiliser une telle arme, on est déjà dans un crime de génocide. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment fondamental de ce point de vue-là. Et effectivement, comment est-ce que... et là, je reviens sur le génocide long. Comment est-ce que j'ai considéré qu'on était dans un génocide long et un génocide sans fin, compte tenu effectivement de ce qui venait d'arriver à cette population arménienne. Juste pour revenir donc sur ce que vous avez dit, un génocide long qui est aussi l'épicentre d'une crise régionale avec la Russie, la Turquie, etc. Et un sentiment et même un fait d'inaction des instances internationales qui sont pourtant régulatrices de ces génocides. Donc comment expliquer, selon vous, l'inaction de ces institutions et même des États d'une façon générale, selon votre thèse ? Non, c'est une très importante question aussi. Donc moi, je reviens encore sur cette carte. Parce que, en fait,
si vous vous souvenez, donc on est en 2023, c'est-à-dire donc il y a un peu plus d'un an, hein, si vous vous souvenez, on parlait beaucoup ça, on est dans le Caucase, hein, donc le Caucase, entre la Turquie, la Géorgie, la Russie, bon, vous voyez effectivement les cartes. Bon, on est dans le Caucase, et donc la première des réactions, ce qui va en général se passer, c'est que les gens vont dire, bah oui, c'est des conflits territoriaux, d'accord ? Je veux dire, voilà, l'Azerbaïdjan avait perdu, tous ces territoires-là avaient été perdus par l'Azerbaïdjan parce que l'Arménie avait gagné en 1994. Hein. Donc maintenant, l'Azerbaïdjan reprend les territoires et puis reprend aussi l'enclave donc du Haut-Karabakh, hein, qui est ici. Bon, c'est tout à fait légitime, hein, parce que cette enclave appartenait à l'Azerbaïdjan. Il faut rappeler quand même que c'est Staline qui avait effectivement décidé que cette enclave arménienne serait donc en Azerbaïdjan. Mais voilà, on se dit, bah, au fond, c'est simplement des conflits territoriaux, c'est des affaires de puissance, d'accord ? Bon, eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, c'est une erreur de le considérer uniquement comme des affaires territoriales. Ce sont des affaires territoriales, c'est vrai, mais il y a derrière, effectivement, un génocide qui se poursuit. Donc là, vous voyez, je projette quand même une raison extrêmement profonde et grave pour expliquer la question qui nous occupe. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est dans un génocide sans fin ? La preuve, c'est qu'à nouveau, les Arméniens subissent effectivement un acte de génocide. Oui, c'est bon. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a eu donc l'emploi de la famine, et ça, le père de la convention, hein, qui est très important, la convention du 9 décembre 1948, qui est donc Raphaël Lemkin. Le voici. Donc là, il est à la veille de parler. Après. Oui, il est 11 décembre. Donc la convention, elle date du 9, d'accord ? Donc là, il est à Paris, hein, et il discute avec l'ambassadeur du Brésil. Il vient de faire adopter par l'Assemblée générale des Nations Unies la convention génocide, hein, la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le voici encore là. Lemkin a travailler sur la famine comme arme pour éliminer un génos, c'est-à-dire un groupe, d'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, moi, je constate qu'il y a ça. Et donc, je me dis, tiens, au fond, comment est-ce que c'est relié au reste ? Comment est-ce que c'est relié à la situation, vous voyez, du génocide de 1915 ? Parce que là, c'est une carte du génocide de 1915. Quel est le lien ? Vous voyez, bon. Eh bien, moi, j'ai fait plusieurs liens. D'abord, en fait, les Arméniens du Haut-Karabakh sont attaqués. Hein, du reste, vous l'apercevez, le Haut-Karabakh, ici, on le voit. Parce que, en fait, oui, cette région-là du Haut-Karabakh, l'Arménie, c'était les provinces arméniennes de la Russie. D'accord ? Bon. Donc, avant la Première Guerre mondiale. Donc, ces populations-là, elles sont victimes donc d'un acte de génocide là, il y a un peu plus d'un an. Vous voyez, donc c'est très contemporain. Bon, voilà. Et en fait, ces populations, leur histoire, c'est l'histoire d'un très long génocide. Très long génocide qui va essentiellement frapper, parce que, pour bien comprendre l'histoire des Arméniens, l'histoire contemporaine des Arméniens, en fait, quand on parle des Arméniens, quand on parle de l'Arménie, c'est trois entités, d'accord ? C'est en fait une Arménie qu'on appelle occidentale, c'est-à-dire en fait les Arméniens de l'Empire ottoman, d'accord ? Bon. Avant le génocide, il y avait 2 millions d'Arméniens dans l'Empire ottoman. Il y avait une Arménie qu'on appelle orientale, donc c'est l'Arménie, c'est les Arméniens de l'Empire russe, d'accord ? On appelle l'Arménie orientale. Et puis la troisième Arménie, c'est la diaspora. Parce que la diaspora arménienne, elle a commencé avant le génocide des Arméniens, avant 1915, d'accord ? Bon. Notamment parce qu'il y avait des persécutions, parce que les royaumes d'Arménie n'existaient plus. Donc voilà, on a trois Arménies, d'accord ? Bon. Avec le génocide de 1915, l'Arménie occidentale disparaît. Et il va rester l'Arménie orientale
qui est formé, donc, et ça c'est assez intéressant de le voir, qui est formé qu'on voit là, qui est formé en fait à la fois des Arméniens qui ont toujours vécu dans l'Empire russe et qui vont en fait maintenant vivre dans l'Union soviétique, et puis cette Arménie orientale, elle est formée aussi des survivants du génocide qui vont pouvoir, vous voyez, de Turquie, de l'Empire ottoman, ils vont se réfugier, donc en 1917, en 1918, ils vont se réfugier donc en Arménie, qui va devenir l'Arménie soviétique, d'accord. Et cette Arménie-là, eh bien, elle va avoir un moment, donc en jaune, elle va avoir un moment où elle aurait pu être indépendante. Il y avait même des projets du président américain Wilson de faire de l'Arménie un véritable État. Ça, c'était des projets notamment de Wilson lors du traité de Sèvres. Et donc, vous voyez que là, l'Arménie, elle prenait une partie de l'Empire ottoman. Bon, c'était normal, c'était une réparation, il fallait protéger les survivants. Et puis finalement, bon, l'Arménie que l'on connaît, eh bien, c'est simplement, vous voyez, c'est au fond une petite partie de l'Arménie orientale. Voilà. Bon, enfin, en bref, les Arméniens orientaux, je veux dire, n'ont pas péri. Ceux qui ont péri lors du génocide, ce sont les Arméniens occidentaux. Justement, si vous le permettez, j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur les dimensions géopolitiques et militaro-stratégiques du conflit, pour notamment ceux qui ne sont pas vraiment familiers de ces thématiques, et qu'on revienne un peu sur le temps long, comme vous essayez de le faire dans votre ouvrage, pour qu'on puisse comprendre déjà le rôle des acteurs. On parle beaucoup de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, aussi de ces États néo-impériaux comme l'Iran, aussi Israël, ses liens avec l'Azerbaïdjan. J'aurais aimé, pour commencer, qu'on puisse comprendre le rôle de la Turquie et de l'Azerbaïdjan dans la disparition progressive justement de l'Arménie historique, de ces trois dimensions que vous évoquiez juste avant. Très bien. Alors, en fait, on parle aujourd'hui de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, et vous pouvez me dire, mais tiens, au fond, ces deux pays-là n'ont rien à voir avec le génocide des Arméniens, parce que le génocide des Arméniens est perpétré dans l'Empire ottoman, vous voyez, dans l'Empire ottoman. Pourquoi, comme ça, convoquer le génocide dans un conflit si contemporain, d'accord. Bon. Or, et ça devient très intéressant. Je vais être très rapide, mais le génocide long, c'est important à expliquer. Si vous voulez, dans les génocides, et ça c'est bien expliqué notamment par Raphaël Lemkin qu'on a vu, en fait, un génocide, c'est pas uniquement ce qu'on appelle la phase paroxystique, le paroxysme, d'accord. On a tendance à dire, bah oui, le génocide des Arméniens, c'est 1915. Mais vraiment, un génocide, et ça c'est fondamental pour vous, pour vos études, c'est un processus. C'est le ciblage d'une population. C'est une persécution systématique qui peut être très ancienne. Et pour les Arméniens de l'Empire ottoman, c'est très ancien, avec des grands massacres qui ont lieu en 1894-96, donc bien avant 1915. Ces grands massacres, ils ont lieu dans toute cette région, toutes les régions du peuplement arménien, et puis à Constantinople. Donc, et du reste, c'est à ce moment-là que Jaurès le livre de Jaurès va défendre les Arméniens en 1894-96, et du reste, vous avez parlé de l'affaire Dreyfus, Jaurès, ceux qui défendent les Arméniens vont défendre quelques mois plus tard le capitaine Dreyfus. Il y a un lien très intéressant. Bon. Et puis, pour comprendre ce génocide long, à Adana, ici, vous avez des grands massacres en 1907. Bon, donc, vous voyez, c'est ça un génocide, c'est des massacres à caractère génocidaire qui avancent et qui, en fait, débouchent sur le paroxysme. Le paroxysme, c'est effectivement 1915. Donc, 1915, une destruction avec à la fois une destruction sur place et puis la déportation, les camps, etc. Bon, je ne développe pas. Et on pourrait se dire, tiens, en 1917, c'est terminé. C'est terminé. Du reste, l'Empire ottoman, les jeunes Turcs, vous avez mentionné, c'était très bien, le texte du docteur Nazim, ont perdu. Ça y est, les Arméniens sont sauvés. D'accord ? Ils sont sauvés. C'est donc là que vous avez
ce que voudrait faire effectivement notamment Wilson, tout va bien. Bon, on se dit tout va bien. Sauf que, en fait, le génocide se poursuit. Et ça, c'est le travail, et j'ai mis la référence là, c'est le travail de Kervokian, Raymond Kervokian. Parachever un génocide, Mustafa Kemal, élimination des rescapés arméniens et grecs, 1918-1922. Ça, c'est important, parce qu'on se dit, mais tiens, normalement, on se dit, le génocide, c'est terminé. Il y a eu 1915, 1,5 million d'Arméniens sont morts, c'est terminé. Et puis, les survivants vont être sauvés. Mais pas du tout, les survivants sont massacrés par les Turcs, par, si vous voulez, la Turquie qui naît de l'Empire ottoman. Donc, vous voyez, en fait, ce génocide de 1915, on se rend compte, quand on travaille comme chercheur, qui commence finalement en 1994 et qui se poursuit jusqu'en 1922. Et au-delà, parce que, et ça c'est le livre de Stéphane Eyrig, c'est pour ça que, vous voyez, le génocide long, il a une réalité. Le livre de Stéphane Eyrig, très important, il montre en fait que le nazisme va trouver effectivement très intéressant l'expérience notamment du génocide de l'Empire ottoman, mais aussi de ce que font les kémalistes, la Turquie nouvelle. Parce que la Turquie nouvelle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle crée une société sans Arméniens. Les Arméniens sont éliminés de la Turquie, sauf quelques dizaines de milliers à Istanbul. Donc, en fait, le nazisme et le kémalisme, et ça c'est ce que montre Eyrig, sont très, vraiment sont très liés, et que finalement, la Turquie moderne, celle que l'on connaît, eh bien, elle, finalement, elle s'est bâtie, en fait, sur les acquis, entre guillemets, du génocide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Arméniens et on crée une race turque. Ouais. Voilà. La race turque, c'est la création de Mustafa Kemal. Donc, voilà, c'est ça le temps long, d'accord? Et je reviens maintenant aux choses les plus récentes. Justement, si vous me le permettez, oui. J'aurais aimé qu'on puisse appuyer sur pas mal d'éléments qu'on vous a mis en diapositive pour permettre à notre public de mieux comprendre, et aussi une déclaration du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Excellent. Sur laquelle j'aurais aimé m'appuyer. Donc les cartes, notamment concernant le corridor de la Chine et du Zangezur dont vous avez parlé. Hop, je me permets juste un instant. Alors, donc, je voulais vous montrer ces cartes-là. En 2018, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, déclarait « Yerevan est notre terre historique et nous, Azerbaïdjanais, devons retourner sur ces terres historiques ». Aujourd'hui, après la chute du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan exige l'ouverture d'un corridor à travers le sud de l'Arménie, vous l'avez évoqué, dans la région du Sunik, au sud, pour relier son territoire principal à l'enclave du Nakhchivan et puis, au-delà, à la Turquie. Un projet qui constitue donc une menace directe pour l'intégrité territoriale de l'Arménie. Ma question, c'est jusqu'où pourrait aller cette ambition expansionniste et voire même pan-turquiste, et quelles seraient les conséquences d'une éventuelle prise de contrôle de cette région stratégique, autant pour l'Azerbaïdjan que pour l'Arménie? Alors, vous allez voir effectivement que l'analyse en fait du conflit actuel, c'est ce qui nous motive, vous voyez. Bon, mais il faut la profondeur historique pour comprendre. Hein. En tout cas, moi, ce que j'essaie de défendre, c'est que les deux agresseurs en 2020, parce qu'il faut repartir de 2020, d'accord, de la guerre qui est déclenchée contre le Haut-Karabakh et allié à la République d'Arménie. Hein, bon, voilà. Et tous les deux, le Haut-Karabakh comme l'Arménie, subissent une défaite. Qui déclenche la guerre? L'Azerbaïdjan et la Turquie. La Turquie, on l'a compris, notamment à partir des travaux de Raymond Kervokian, c'est quand même un État qui non seulement nie le génocide des Arméniens, mais en plus l'a parachevé, d'accord? Donc, c'est un État qui est fondé, quand même, il faut y insister, sur la destruction des Arméniens. Et la Turquie soutient, et même arme, et même la Turquie en 2020, en fait, commande l'armée azerbaïdjanaise, hein, il faut être clair. Et l'Azerbaïdjan, est-ce que c'est un État qui a un rapport avec le génocide des Arméniens? Ben oui.
c'est pas seulement un État frontalier de l'Arménie, c'est un État qui est animé des mêmes intentions contre les Arméniens. Vous l'avez très bien dit. Est-ce que l'Azerbaïdjan reconnaît l'Arménie? Non. L'Azerbaïdjan considère que l'Arménie, qui est là, hein, eh bien, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Il y a l'Azerbaïdjan oriental, d'accord? Et puis l'Azerbaïdjan occidental. Donc l'Arménie n'existe pas, d'accord? L'Azerbaïdjan est né de quoi? L'Azerbaïdjan est né, en fait, d'une action, hein. C'est un État très récent, c'est un État donc, qui n'existait pas avant la Première Guerre mondiale, c'était l'Empire perse et l'Empire russe. Et donc, en fait, c'est une création, eh bien, des agents jeunes Turcs qui faisaient le génocide. Donc des agents jeunes Turcs, hein, qui faisaient le génocide sont allés à Bakou et en fait, je simplifie, mais ont érigé l'Azerbaïdjan. D'accord ? Donc l'Azerbaïdjan a une histoire qui est liée au génocide des Arméniens, qui est liée au pouvoir jeune turc, hein, qui a été rappelé, hein, qui a fait le génocide. Donc ces deux États qui attaquent l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui attaquent l'Arménie et le Haut-Karabakh, sont des États qui, en fait, sont liés au génocide des Arméniens, sont des États négationnistes. Et effectivement, les déclarations d'Aliyev ou de Erdogan, le président de la Turquie, sont très clairs là-dessus. Erdogan, à l'issue de la victoire de 2020, hein, on en a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « l'âme d'Enver Pacha sera écomblée ». Et qui est Enver Pacha? Enver Pacha, c'est l'un des 3 architectes du génocide des Arméniens, avec Talat Pacha. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas simplement de reprendre du territoire, c'est quand même, de mon point de vue, de poursuivre l'anéantissement des Arméniens. Et quand Aliyev dit, eh bien, Yerevan, c'est l'Azerbaïdjan occidental, là, c'est une négation claire de l'identité arménienne. Donc, ça veut dire que ces deux États qui ont attaqué le Haut-Karabakh et l'Arménie en 2020, eh bien, sont des États négationnistes et, je veux dire, qui poursuivent, au fond, l'anéantissement des Arméniens. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce conflit d'aujourd'hui. Une question que je me posais aussi, c'est au niveau diplomatique. Comment expliquer cet isolement de l'Arménie dans un monde d'autant plus vraiment multipolaire et en crise? Comment expliquer justement, déjà au-delà de ce caractère d'enclave, comment expliquer cette dimension vraiment compliquée au niveau diplomatique? Alors, j'ai peut-être pas terminé complètement. Oui, on va peut-être rester dans... en fait, peut-être avant... Attendez. Voilà, je voudrais quand même finir parce que la situation, je n'ai pas été complet sur la situation aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va revenir sur l'isolement, sur la situation aujourd'hui des Arméniens orientaux, d'accord? Vous avez bien compris le schéma. C'est-à-dire, il faut se projeter aussi dans la longue durée. L'Arménie occidentale, celle de l'Empire ottoman, elle a disparu, elle n'existe plus. Alors que c'était, je veux dire, une civilisation extraordinaire qui, du reste, a énormément contribué à faire de l'Empire ottoman ce qu'il a été. Si vous êtes à Istanbul, regardez les plus beaux bâtiments d'Istanbul, hein, du 19e siècle ou du 18e siècle. Ben, ce sont les architectes arméniens qui les ont créés. Donc, il faut comprendre que cette Arménie occidentale, qui effectivement n'était plus un État, il n'y avait plus de royaume d'Arménie, mais je veux dire, qui faisait vivre l'Empire ottoman, qui était vraiment, qui contribuait aussi énormément à l'Empire ottoman, n'existe plus. Il reste la diaspora et il reste l'Arménie orientale, donc qui est ici. D'accord? Bon. Et donc cette Arménie orientale, aujourd'hui, elle est en grand danger. Elle est en grand danger. Et je le dis pas par militantisme arménien, du reste je ne suis pas arménien, mais parce que effectivement les faits le démontrent. Et qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant il n'y a plus de Haut-Karabakh, d'accord? Il n'y a plus de Haut-Karabakh. Ça a été effectivement occupé
par les Azerbaïdjanais. Il n'y a plus aucun Arménien. Ils ont tous fui. Et maintenant, en fait, qui est menacé ? Et j'y insiste encore, et on va revenir après sur l'isolement diplomatique de l'Arménie, mais c'est l'Arménie qui est menacée. Elle est menacée parce que, en fait, il se trouve que Staline, on en revient à Staline, donc en 1920-1921, va donc disperser, vous voyez, dans les républiques soviétiques, va disperser des enclaves de populations adverses. C'est une manière aussi pour Moscou de tenir tout le monde, parce que Moscou va être le grand pacificateur, entre guillemets, de toutes ces crises des nationalités. Donc, en fait, dans l'Arménie, il y a donc une enclave Nakhichevan qui est une enclave de l'Azerbaïdjan dans l'Arménie. D'accord ? Alors, cette enclave, c'est intéressant, cette enclave aussi. Parce qu'au départ, cette enclave, elle est pas du tout... Enfin, elle est à moitié azérie, mais elle est aussi très arménienne. Et c'est le père du dictateur actuel qui va éliminer les Arméniens du Nakhichevan. Donc aujourd'hui, effectivement, cette enclave, elle est strictement azérie et elle n'est pas du tout arménienne. Bon. Et donc, cette enclave, vous voyez, elle n'est pas reliée à l'Azerbaïdjan. Et en plus, il y a l'Iran, et l'Iran, c'est un adversaire, voire un ennemi quand même, de l'Azerbaïdjan. On verra pourquoi. Donc, que demande aujourd'hui ? Excusez-moi, c'est un petit peu long, mais c'est pour bien comprendre les données. Que demande aujourd'hui l'Azerbaïdjan, qui vient de gagner 2 guerres, 2020 et 2023 ? Eh bien, demande une continuité territoriale entre son territoire principal et l'enclave du Nakhichevan. Bon. Donc, demande à annexer une partie de l'Arménie, vous voyez, le corridor de Zangezur demande à annexer une partie de l'Arménie. Et ça, Aliyev le dit très clairement. Aliyev peut faire la guerre, aujourd'hui, Aliyev peut faire la guerre à l'Arménie pour s'emparer de ce corridor et donc de faire le lien avec Nakhichevan. Et là, vous voyez, si vous regardez bien ici, vous avez le lien avec la Turquie. D'accord ? Donc tout ça permet d'éviter des transits par l'Iran, parce que l'Iran, effectivement, est un adversaire de l'Azerbaïdjan. Mais, et la carte ne le montre pas, mais c'est encore plus tragique, il faut être clair là-dessus, c'est qu'en fait, les véritables plans de l'Azerbaïdjan, c'est documenté. Est-ce que c'est vraiment d'avoir un corridor là sur la frontière ? Vous qui connaissez bien le sujet. Oui, mais ça on va y revenir. Mais le corridor, est-ce que l'Azerbaïdjan le voit vraiment seulement ici, le corridor ? Là. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on va couper cette région extrêmement importante du Syunik. Donc là, il est clair que si on met le corridor ici, le Syunik va tomber dans les mains de l'Azerbaïdjan. Et il ne restera, en fait, en gros, l'Arménie, ça sera uniquement un petit État autour de Yerevan, d'accord ? Parce que cette partie-là, si le corridor est placé là, eh ben, toute la région du Syunik va basculer dans l'Azerbaïdjan. D'accord ? Et donc, on en revient, et là je réponds directement à la question, puis je pense qu'après vous aurez plein de questions. Mais, si vous voulez, l'Arménie, déjà, il n'y a plus de république autonome d'Arménie, l'Artsakh, c'est terminé. Bon. Maintenant, c'est l'Arménie elle-même. Donc, si le corridor, par exemple, est exigé de l'Azerbaïdjan qui aussi
grignotent des villages là, hein, qui avancent, qui, à bas bruit, qui conquièrent du territoire arménien. Tout ça peut tomber, comme je l'ai dit. Bon. Qui va défendre l'Arménie? Donc là, on en vient à des questions géopolitiques, hein, mais ces questions géopolitiques, elles doivent se mesurer à l'aune du génocide qui continue. Et ce génocide qui continue, c'est un drame pour l'humanité entière. Alors, je peux revenir, enfin, vous l'avez déjà compris, un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Donc toute l'humanité, je vais dire, est comptable aussi de ce qui arrive aux Arméniens. Bon. Mais les Arméniens, effectivement, et donc on peut peut-être revoir l'autre carte. Et je voulais oui. vous interroger après du coup sur des enjeux plus mémoriels et de justice. Mais est-ce que je vais juste finir peut-être sur, parce que je réponds à la question de l'isolement, parce que ça c'est important. Voilà. Comme vous l'avez compris, l'Arménie, et après je reviendrai sur les questions mémorielles, hein, mais l'Arménie, bon, effectivement, sa situation est extrêmement périlleuse aujourd'hui. Hein. Elle a réussi à avoir un sursis parce que vous savez qu'il y a eu la COP qui a eu lieu à Bakou, hein. Et en fait, l'Arménie a donné son accord à ce que la COP soit à Bakou. Donc en fait, ça veut dire que pendant le temps de la COP, l'Arménie savait qu'elle n'allait pas être envahie. Maintenant, il y a un risque clair, hein, je veux dire, sur le sunnique. Et il y a des déclarations. Une déclaration assez récente, il y a 15 jours, de Aliyev qui disait qu'en gros, il y a des forces fascistes en Arménie, hein, et que si le gouvernement arménien ne liquide pas ces forces fascistes, c'est l'Azerbaïdjan qui s'en occupera. Ça, c'est la rhétorique de Poutine contre l'Ukraine. Hein. Dénazifier l'Ukraine, c'est pareil. Défasciser l'Arménie. Donc on voit là les prétextes que peut prendre l'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev, contre l'Arménie. Et l'Arménie, qui la soutient? Ça, c'est vraiment la question. Voilà. Eh bien, quasiment personne. Alors, il y a la France. Ça, il faut quand même reconnaître que la France fait le maximum en termes diplomatiques, en termes de mobilisation de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a maintenant quand même des observateurs de l'Union européenne qui, en fait, contrôlent la frontière. Ça, c'est important. C'est une des seules actions de l'Union européenne de manière, vous voyez, comme force internationale. D'accord ? Ils ne sont pas armés, mais ils sont présents et ils sont témoins. Donc ça, c'est un point important, mais ce n'est pas grand-chose. Donc il y a la France. Les États-Unis, avant Trump, avaient montré leur soutien donc à l'Arménie, mais pas de manière extrêmement forte, enfin quand même, il y a eu notamment des entraînements communs. Et puis, c'est à peu près tout. Parce que, alors, il y avait la Géorgie, mais la Géorgie, vous l'avez compris, est en train de basculer dans le camp russe, qui est quand même assez tragique. La Russie elle-même, est-ce que la Russie défend l'Arménie ? Plus du tout. La Russie a trahi l'Arménie, et c'est ce qui explique notamment la défaite 2020. La Russie devait livrer des armes à l'Arménie que l'Arménie avait payées. Parce que la Russie est depuis très longtemps protecteur, si vous voulez, de l'Arménie. Eh bien, ces armes n'ont pas été livrées, et celles qui ont été livrées ont été trafiquées de manière à être beaucoup moins offensives contre l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie fait payer, la Russie fait payer à l'Arménie sa démocratisation. On est exactement dans le même schéma que l'Ukraine. On est exactement dans le même schéma que la Géorgie. Hein. Donc la Russie aujourd'hui est un ennemi de l'Arménie. Donc l'Arménie qui pendant des décennies a cru que la Russie viendrait donc la défendre, eh bien c'est terminé. Et même ce qui s'est passé au Haut-Karabakh en 2023, c'est-à-dire la Russie a livré les responsables du Haut-Karabakh à l'Arménie, notamment Rouben Vartanian par exemple. Les otages dont on parle, qui sont à Bakou, ont été livrés par les Russes à l'Azerbaïdjan. Donc,
plus de soutien russe. Et il faut surtout se méfier, effectivement, surtout de ceux qui disent qu'il faut revenir vers des alliances avec la Russie. Donc, il y a eu un moment où l'Arménie a pensé que l'Iran pourrait venir à son aide. Pourquoi l'Iran? Ça, c'est intéressant. On peut en dire un mot. C'est que, en fait, l'Iran et l'Azerbaïdjan, là, sont en conflit, disons, pas direct, mais parce que l'Azerbaïdjan voudrait aussi s'emparer d'une partie de l'Iran. Ouais. Donc, l'Azerbaïdjan est très impérialiste, hein, et c'est vrai que l'Iran se méfie énormément de l'Azerbaïdjan, d'où l'alliance très étonnante, mais totalement stratégique, d'Israël qui soutient l'Azerbaïdjan. Israël qui équipe l'armée azerbaïdjanaise. Pourquoi est-ce qu'Israël, qui est quand même un pays issu des rescapés de la Shoah, est en guerre indirecte avec l'Arménie créée par une partie des rescapés du premier génocide? Oui, il y a une contradiction majeure. Israël fait prévaloir un élément supérieur à ses données morales, hein, qui est la menace iranienne. Donc, tout adversaire de l'Iran, c'est le cas de l'Azerbaïdjan, est soutenu par Israël. D'accord? Donc voilà effectivement un peu le schéma qui fait que la Turquie, et on l'a compris, est aussi un ennemi de l'Arménie. Donc, aujourd'hui, ce qui va rester, et ça c'est une grande question, aujourd'hui l'Arménie est dirigée par, c'est un régime démocratique, avec donc un Premier ministre qui a été réélu en dépit de la défaite de 2020, qui s'appelle Nicole Pachinian. Bon. Pachinian, aujourd'hui, et on l'observe, hein, il cherche à gagner du temps. Donc, il a fait des choses qui sont considérées, effectivement, par un certain nombre d'Arméniens comme la trahison, il faut le dire. Bon. De la part d'Arméniens qui estiment qu'on doit résister. Il a fait deux choses qu'il considère comme graves. Premièrement, il accepte des négociations de paix avec la Turquie et avec l'Azerbaïdjan, en faisant de la question du génocide une non-condition. C'est-à-dire que, il met en suspens la question de la reconnaissance du génocide des Arméniens. Bon. Ça, c'est un premier point qui passe assez mal, effectivement, auprès de beaucoup d'Arméniens. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il a accepté pas de restituer, mais de laisser à l'Azerbaïdjan certains villages, en plus, assez stratégiques. D'accord ? Donc, on sent bien qu'il gagne du temps. Il gagne du temps parce que la situation est extrêmement périlleuse, quoi. Et ça, il faut bien vous rendre compte, effectivement, de cette situation extrêmement périlleuse pour l'Arménie. Voilà, effectivement, la situation aujourd'hui, d'où, effectivement, l'importance, si vous voulez, au moins, d'avoir une vision claire de la situation du Caucase, hein, et d'avoir conscience, je veux dire, que tout peut arriver à l'Arménie. Et donc, ça serait après la destruction de l'Arménie occidentale, on aurait la destruction de l'Arménie orientale. Je voulais maintenant vous interroger sur quels sont, selon vous, les principaux freins à une reconnaissance universelle du génocide arménien et en quoi ces résistances s'inscrivent dans des dynamiques mémorielles, diplomatiques et politiques plus larges. Alors, bon, la reconnaissance du génocide des Arméniens est quand même forte. Hein, est quand même forte. Bon, en France, hein, vous avez la loi de reconnaissance. Dans beaucoup de pays, le génocide des Arméniens est reconnu. Le génocide des Arméniens en 2021, hein, le 24 avril, qui est donc la date de commémoration, le génocide des Arméniens a été reconnu par les États-Unis, par le président Joe Biden. Jusque-là, la Turquie avait réussi à empêcher cette reconnaissance. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel quand même. C'est une défaite de la diplomatie turque. Ça, il faut bien le reconnaître. Donc, moi, je serais quand même moins pessimiste sur le fait que le génocide des Arméniens n'est pas reconnu.
il est reconnu par de très nombreuses instances mémorielles, par des États. Beaucoup d'États reconnaissent, l'Union européenne, même s'il y a des États comme Israël, comme la Suisse, qui en fait n'ont pas encore reconnu. La question quand même de la reconnaissance juridique, la reconnaissance, disons, au niveau des Nations Unies. Et là, je prends un instant pour vous expliquer deux faits. Le premier fait, c'est que vous avez ce texte de la Convention. Et vraiment, j'invite, là, puisqu'il y a des étudiants, hein, je veux dire, la référence au droit est fondamentale. Et vraiment, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, hein, de Raphaël Lemkin, on a vu son portrait, c'est vraiment un texte majeur. Vraiment, et puis le livre de Lemkin s'appelle Axis Wall, donc une partie est traduite en français. Et puis voilà, l'histoire de Lemkin est passionnante. Hein, elle est restituée dans un livre très intéressant aussi d'un avocat franco-britannique qui s'appelle Philip Sands. Le livre, hein, moi je vous le conseille, s'appelle Retour à Lemberg. Ça, c'est un des livres parce que c'est un livre qui met en parallèle le destin de Raphaël Lemkin, qui est un Polonais juif, et Ernst Prach, qui est en fait un juif de l'ancien empire austro-hongrois, hein, et l'auteur Prach, qui est en fait le père des crimes contre l'humanité. Vous savez, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez la naissance de deux grandes incriminations, comme on dit. Le crime contre l'humanité, qui va servir à Nuremberg, hein, et le crime de génocide, qui est établi dans la Convention de 1948. Et donc, ce texte est fondamental, mais simplement la Convention génocide, elle ne va pas donner lieu à une Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, elle est beaucoup plus tardive. Elle est créée après le génocide de Srebrenica, après le génocide contre les Tutsis. Donc, elle est très récente, la Cour pénale internationale. Lemkin avait rêvé d'une cour permanente pour juger qu'on appelle les infractions au droit humanitaire. Donc ça veut dire que cette convention, elle est très belle, mais en fait, elle n'est pas vraiment opérationnelle, d'accord ? Et du reste, face au génocide des Tutsis, face à ce qui se passe en ex-Yougoslavie, on ne va pas l'utiliser. C'est tragique. Bon. Et donc, en fait, il y a un expert des droits de l'homme, un intellectuel et ancien député travailliste britannique, qui s'appelle Benjamin Whittaker. Et Whittaker, il est chargé par... Je raconte, mais parce que c'est très intéressant. Il est chargé par la sous-commission aux minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui siège à Genève. Parce qu'à Genève, vous savez, il y a pas mal d'institutions. Il est chargé, à partir de 1982, de faire un rapport pour, en fait, donner plus d'efficacité à cette convention et donc, vous voyez, de permettre à l'humanité de réagir plus vite à des crimes de génocide. Et donc, il fait un rapport excellent. Vous pouvez le retrouver, vous allez sur le site des Nations Unies, il est en français. Il est vraiment, c'est très intéressant. Et donc, nous, et je précise que le livre dont on a parlé, là, que j'ai publié donc en 2023, Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint, va être suivi dans quelques semaines d'un nouveau livre que j'écris cette fois-ci avec Raymond Kerbokian, que j'ai évoqué, et puis Thomas Hockman, qui est un juriste, sur le fait que le génocide des Arméniens a une place considérable dans la création du droit international pénal. D'accord ? Et donc, Whittaker fait son rapport. Ce rapport, il est présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et qui va bloquer ce rapport ? La Turquie. Pourquoi ? Parce que Whittaker dit, eh bien, parmi les génocides, il y a bien sûr le génocide contre les Juifs d'Europe, mais il y a aussi les massacres contre les Arméniens dans l'Empire ottoman en 1915. Donc Whittaker qualifie le sort des Arméniens de crimes de génocide. Et ça, effectivement, la diplomatie turque, qui est très puissante, hein, on est en 1985, bloque donc l'accès de ce rapport. Et donc, on peut dire que les Nations Unies ont reconnu le génocide des Arméniens qu'au niveau d'une sous-commission. C'est pas beaucoup, mais c'est important quand même, quoi. Donc,
En fait, la bataille, c'est donc de continuer à montrer, et c'est notre objectif de chercheurs, de montrer que le génocide des Arméniens eh bien, est indispensable, a été indispensable à la création notamment de la Convention, parce que Raphaël Lemkin travaille dans les années 20 et 30 sur l'extermination des Arméniens. D'accord ? Ça, c'est très très important. Donc, oui, ça, c'est des découvertes de chercheurs qui montrent que le génocide des Arméniens est très lié eh bien, au droit pénal international et que donc, d'une certaine manière, et pas d'une certaine manière, mais de manière directe, il est effectivement reconnu. Donc, la reconnaissance, elle est importante, simplement, on ne le sait pas. Et donc, moi, je vais venir effectivement vraiment sur votre question en disant que tout le travail de ceux qui considèrent que le sort des Arméniens intéresse l'humanité, intéresse tout le monde, eh bien, c'est de mieux communiquer, de mieux faire connaître et comprendre le sort des Arméniens et tout ce que, effectivement, les gens ont fait pour les aider. Parce qu'il y a eu, dans notre pays notamment, au moment de l'affaire Dreyfus et après, et jusqu'aux années 20, eh bien, des grandes mobilisations pour les Arméniens. Ça s'appelait le mouvement pro-arménien. Et tout ça, il faut le connaître, vous voyez. Il faut rappeler l'antériorité des engagements pour les Arméniens. Les grands auteurs juifs eh bien, ont beaucoup écrit sur les Arméniens. Il y a un immense auteur, et on voit cette photo pour revenir sur la... non, c'est pas... C'est une histoire, oui, qu'il faut narrer. Vous voyez, bon, ça, c'est pas... je veux dire, sauf que j'ai fait ce livre, mais cette image-là, elle est très importante. C'est l'image du sauvetage des 4500 Arméniens qui étaient, en septembre 1915, réfugiés sur la montagne dite de Moïse, le Moussada, et qui résistaient aux bandes de tueurs des unionistes. Donc, et ils vont être sauvés par une escadre française dirigée par l'amiral Louis d'Artiche du Fournay, qui décide de lui-même, je veux dire, il ne demande pas l'autorisation à Paris, d'aller sauver ces Arméniens. Et là, on les voit qui sont évacués. Les Arméniens sont évacués par des marins français. On les voit, vous voyez, les marins français. Et donc, c'est très important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut sauver des victimes d'un génocide si on y met les moyens, notamment militaires. Et puis, cette histoire-là, elle est très importante. Mais on ignorait complètement. Je veux dire que d'Artiche du Fournay, qui est français, qui n'a rien à voir avec les Arméniens, a décidé de lui-même d'aller sauver effectivement ces Arméniens. Donc ça, c'est des histoires, vous voyez, qu'il faut faire connaître pour justement accentuer la reconnaissance du génocide des Arméniens. Je suis désolée de devoir couper court à ces éclairages. Merci beaucoup pour la pertinence de vos propos. J'aurais aimé que dans une deuxième partie, on vous écoute et on recueille vos questions pour pouvoir peut-être approfondir certains aspects de cette conférence. Je vais passer le micro, vous pouvez lever la main. Si jamais. Bonsoir. Avant d'arriver au nettoyage ethnique de 2023, il y a eu, d'un point de vue diplomatique, il y avait le groupe de Minsk, des gens qui étaient affairés à régler pacifiquement ce conflit. Il y a eu des accords de Madrid, il y a des choses qui ont cloché au niveau de la diplomatie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus à ce sujet, s'il vous plaît ? Alors, la question, c'est vraiment une question extrêmement intéressante qui nous renvoie à toute la littérature sur comment on fait la paix. Dans quelques semaines, moi, je vais aussi publier un ouvrage sur Michel Rocard. Vous savez que Michel Rocard a œuvré pour la paix en Nouvelle-Calédonie. Et faire la paix, je veux dire, implique toute une série de conditions. La condition, c'est quand même une certaine sincérité des acteurs. L'Azerbaïdjan n'a jamais été sincère
dans ses démarches diplomatiques. Elle avait cette arrière-pensée quand même de nettoyage ethnique et qu'elle a réalisé, parce que ce nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, on va revenir sur la carte, ce nettoyage ethnique, je veux dire, comme vous l'avez compris, il a été permis par, au fond, l'arme du génocide. Bon. Donc, il faut effectivement la sincérité des acteurs. Il faut aussi le fait que, et ça, c'est aussi une leçon, je crois qu'il faut méditer, c'est qu'en fait, les démocraties, donc, qui effectivement essayaient de résoudre pacifiquement le conflit, en fait, il faut le dire, ne savent pas suffisamment parler le langage de la force. Ça remonte aussi justement au désastre des accords de Munich où, face à Hitler et à Mussolini, en fait, les dirigeants Daladier et le dirigeant, le Premier ministre anglais, n'ont pas su faire front commun et affronter les deux dictateurs. Alors c'est facile à dire, moi je juge, effectivement on est là, on juge, mais quand même il faut le dire aussi. Je veux dire, les démocraties peuvent aussi, il y a des exemples qui ont montré qu'on peut s'opposer à des dictatures et on peut parler le langage de la force. Bon. Et c'est peut-être comme ça effectivement qu'on commence à établir des bonnes conditions pour la paix. Oui, bon. Et puis il y a aussi, et là il faut effectivement le dire, il y a les responsabilités aussi de l'Arménie, qui sont quand même très importantes. Pourquoi ? Parce que en 1994, l'Arménie, qui est attaquée, en fait, si on reprend, il y a l'effondrement du système soviétique. Il y a donc l'Arménie déclare son indépendance. L'Arménie donc est libre, bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'Azerbaïdjan rapidement réalise des pogroms contre les Arméniens de l'Azerbaïdjan, à Bakou notamment, et puis commence à menacer les Arméniens de l'enclave. Bon. Et donc, l'Arménie et les Arméniens menacés lancent des offensives contre l'Azerbaïdjan et vont gagner la guerre. La première guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est gagnée par l'Arménie, et c'est la victoire de 1994, et c'est l'occupation, vous voyez, de tous ces territoires-là qui appartiennent à l'Arménie, et ces territoires-là ne sont pas des territoires arméniens, ce sont des territoires où il y a des populations azéries musulmanes. Bien. Et là, il y a une double erreur, il faut le reconnaître, il faut le dire. D'abord, il y a l'expulsion, je veux dire, assez violente de ces populations donc azéries qui sont expulsées pour faire, en fait, vous voyez, de ce territoire une sorte de glacis, de protection, de zone de protection. Alors, ça peut se comprendre parce que en fait, on parle en géopolitique de profondeur stratégique, c'est-à-dire que l'Arménie est un petit pays. Donc si elle veut se protéger, elle doit se protéger au-delà de ses frontières. Bon, c'est un peu ce que fait actuellement le Rwanda, en se protégeant, je veux dire, des attaques de la RDC, en occupant une partie du Congo. Bon. Donc ça s'appelle la profondeur stratégique. Donc en fait, mais néanmoins, et la deuxième erreur, après avoir fait la première qui était d'expulser de manière assez violente, parce que ça alimente en fait la thèse d'un génocide perpétré par les Arméniens contre les Azéris. Bon, c'est une thèse fausse, il n'y a pas eu du tout, il y a eu des expulsions violentes. Bon. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir considéré qu'il fallait négocier, c'est-à-dire qu'il fallait rétrocéder à l'Azerbaïdjan ces territoires-là, en contrepartie, une paix solide était établie, vous voyez. Voilà. Mais plus que ça, même, plus qu'un modus vivendi, c'est-à-dire l'idée que, voilà, l'Arménie accepte de redonner à l'Azerbaïdjan les territoires conquis. La condition, c'est une paix solide entre les deux pays. Et ça n'a pas été fait. Ça, c'est une erreur, il faut le dire, c'est une erreur de l'Arménie, une erreur qui leur a coûté très cher. Donc, voilà, effectivement, pour répondre à votre question sur les occasions manquées et le fait que, effectivement, la diplomatie,
elle ne marche que quand il y a des rapports de force et des conditions créées par les acteurs. Et le groupe de Minsk, effectivement, a fonctionné, mais un peu, je veux dire, en apesanteur, hein, alors même que les conditions pour faire la paix n'étaient pas réunies, quoi. Mais il y a eu beaucoup, effectivement, d'efforts qui ont été faits et qui sont complètement, aujourd'hui, réduits à néant, puisqu'il n'y a plus de questions du Haut-Karabakh en particulier, quoi. Très bien, merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Vous avez parlé de génocide long, donc on comprend bien le processus. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le moteur. Parce que plus de 100 ans, génocide, ça veut dire plusieurs générations, 4 générations de dirigeants, de gens qui continuent à avoir toujours la même haine, etc. Et ce n'est pas rationnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, il y a des choses qu'on trouve dans tous les pays. C'est des puissances régionales qui s'opposent, et puis il y a un pays au milieu qui est petit. Bon. Et puis il y a cette chose qui est la haine, qui est autre chose. Et il y a aussi les intérêts économiques, et là c'est encore autre chose. Alors ce que j'ai cru comprendre du début, c'est-à-dire fin 19e, début 20e, c'était que les Arméniens, ils tenaient un peu le haut du pavé, c'est-à-dire ils avaient le commerce international, ils voyageaient, il y avait des artistes, il y avait des gens aussi en Russie qui étaient dans l'Empire, chez les tsars, qui avaient des responsabilités. Bref, alors que peut-être que les autres, les Turcs, ils étaient plus des agriculteurs, plus... Donc voilà, donc il y a peut-être eu de la jalousie, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais pendant 100 ans, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait toujours cette haine qui encore une fois, qui n'est absolument pas rationnelle. Donc c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, et je pense qu'il y a des gens qui ne l'admettent pas ou qui l'oublient simplement parce qu'ils n'arrivent pas à le comprendre, à l'intégrer dans leur tête. Alors oui, c'est une question extrêmement importante. Pourquoi une telle haine contre les Arméniens ? En fait, bon, voilà, c'est quand même, tout ça est né, je veux dire, du nationalisme et du racisme de la fin de l'Empire ottoman, hein, c'est-à-dire des jeunes Turcs, de ce qu'on appelle la révolution jeune turque, hein, qui était une révolution apparemment très démocratique. Elle s'inspirait de la Révolution française. Et en fait, il y a une partie, pas tous les jeunes Turcs, il y avait des libéraux, mais il y a une grande partie, effectivement, c'est-à-dire les jeunes Turcs unionistes, hein, du comité Union et Progrès, qui ont basculé du côté, effectivement, de l'élimination des Arméniens. Parce que les Arméniens, en fait, étaient effectivement des cibles faciles. D'abord, ils n'avaient pas d'État, ils étaient aussi très fidèles à l'Empire ottoman, effectivement, pour certains, pas tous, hein, c'est comme pour les Juifs, hein, pour certains, ils étaient riches. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient riches ? Ils étaient riches simplement parce qu'on leur avait interdit un certain nombre de fonctions, de fonctions notamment d'État. Bon. Parce que c'était la persécution. Donc effectivement, comme les Juifs d'Europe, ils ont, comme en Allemagne, où les Juifs ne pouvaient pas devenir officiers, par exemple, hein, contrairement à la France, ils ont fait du commerce. Ils ont fait de la banque. Rappelez-vous, au Moyen-Âge, l'usure était interdite, sauf aux Juifs. Donc, effectivement, c'est par contrainte que certains Juifs sont devenus riches. Bon. Et donc, ça, c'était insupportable. Et en même temps, on voyait très bien que l'élimination de la minorité juive ou de la minorité arménienne, de la minorité tutsi, permettait aussi les spoliations, les pillages. Ça, c'est un ressort très important des génocides. Et puis aussi, les Arméniens de l'Empire ottoman, et ça il faut bien y insister, étaient profondément patriotes, espéraient dans la démocratisation de l'Empire ottoman, ont été aux côtés des jeunes Turcs qui se sont battus pour la démocratie dans l'Empire ottoman. C'était très fort de leur point de vue. Et au fond, c'était un peu insupportable pour ceux qui estimaient qu'il y avait une race turque et que les Arméniens menaçaient cette race. Vous savez, dans les 3 génocides, c'est ça. C'est-à-dire que pour défendre le peuple dit majoritaire, et là, en l'occurrence, les turco-musulmans, il faut éliminer une race qui menace. La race ne menace pas du tout, vous avez compris. Mais il faut l'éliminer. Et c'est comme ça que va, au fond, s'exprimer la race aryenne ou la race Hutu ou la race turque. Bon. Et puis il y a un dernier point qui explique aussi le présent. C'est que
vous l'avez compris, la Turquie parachève le génocide. La Turquie, finalement, elle va se créer encore plus que sur le génocide, elle va se créer avec le génocide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Arméniens. Donc, on peut célébrer la race turque comme le fera Mustafa Kemal. Et en plus, les 2 millions d'Arméniens ont permis à une bourgeoisie turque d'exister, puisque la spoliation, elle est intense. Je veux dire, une partie de la richesse de la Turquie vient des Arméniens, quand même. Bon. Et donc, si les Turcs sont tellement, ancrés sur la négation du génocide des Arméniens, c'est parce que le génocide des Arméniens explique largement l'identité même, il faut le dire, l'identité même du régime, pas des Turcs eux-mêmes. Il y a, encore, je l'ai dit, il y a beaucoup de démocrates turcs, il y a énormément de gens qui sont conscients de ce sujet. Mais le régime, c'est un régime qui refuse la reconnaissance du génocide des Arméniens parce que, ça serait effectivement montrer que la République de Turquie, elle est extrêmement liée au génocide et au fait que le parachèvement a été réalisé par Ankara entre 1918 et 1922. Donc voilà effectivement les raisons pour lesquelles c'est ancien et c'est aussi très présent. Et les chercheurs turcs, les démocrates turcs qui essayent d'expliquer qu'il faut aller vers cette reconnaissance parce que c'est comme ça que la Turquie va sortir, au fond, d'une vision racialiste pour aborder, si vous voulez, une question, aborder une dimension multiculturelle. Les minorités en Turquie sont réprimées. Il n'y a pas que les Arméniens. Il y a les Kurdes, il y a les Alévis, il y a aussi les LGBT, tout ça. Donc, vous voyez, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que d'avoir des États-nations qui sont capables de sortir du racialisme, parce qu'il n'y a pas de race turque, je veux dire, il n'y a pas de race Hutu, il n'y a jamais eu de race allemande, aryenne, de sortir donc de ces visions racialistes et d'avoir une société pluriculturelle, plurireligieuse. C'est ça l'avenir, c'est ça ce qui est très important. Bon. Donc voilà effectivement les raisons profondes et qui font qu'aujourd'hui, c'est aussi un enjeu très politique. Et les Kurdes, le parti kurde qui est persécuté en Turquie, a pris la défense des Arméniens. C'est des luttes communes aussi qui sont très intéressantes à étudier et qu'il faut étudier. Oui. C'est pour moi tout à fait essentiel. Bonsoir, merci Bonsoir. pour toutes vos explications. Vous avez cité à plusieurs reprises l'affaire Dreyfus, mais je n'ai pas très bien compris quel était le rôle de la communauté arménienne là-dedans. Si Non, c'est une très bonne question. Ça explique aussi pourquoi est-ce que moi, j'ai fait ma thèse sur l'affaire Dreyfus, sur l'engagement des savants dans l'affaire Dreyfus, ce qui apparemment n'a rien à voir effectivement avec l'Arménie, avec le génocide des Arméniens, avec la Turquie. Et pourquoi, effectivement, je suis passé aussi à ce sujet-là. C'est parce que, et ça, c'est quand même un élément qui fait que cette histoire arménienne, elle est très ancrée dans notre histoire nationale. L'affaire Dreyfus, c'est bien une grande affaire, on est d'accord, c'est une grande affaire, je veux dire, de France, d'histoire de France. Bon. C'est une histoire, c'est une découverte que j'ai faite là aussi. Et c'est que, je l'ai dit, les Arméniens de l'Empire ottoman sont victimes, donc, à la fois dans toutes ces des vilayets. Les vilayets, c'est les provinces. Donc, à majorité, vous avez là on est en 1894. Vous avez là des vilayets, c'est-à-dire en fait des départements, dont le peuplement est à majorité arménienne. Parce que les Arméniens, c'était les anciens royaumes d'Arménie qui étaient là. Et puis à Constantinople, qui est une grande ville arménienne, une grande ville grecque, une grande ville juive, et une grande ville aussi musulmane, turque. Et en fait, donc le sultan Abdülhamid II déclenche des grands massacres, mais des massacres qu'on peut qualifier à caractère génocidaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont organisés
on y met en fait l'État. L'État se mobilise pour massacrer en fait au moins 200 000 Arméniens, avec des blessés par donc dizaines de milliers, une famine qui se répand, l'idée même que l'avenir de l'Arménie n'existe plus après les grands massacres. C'est absolument terrible. Et en fait, on peut revenir sur... oui, ben ça, voilà. Et donc, comme je l'ai montré, Jean Jaurès, dans un petit livre, Jean Jaurès va prendre la défense des Arméniens dans un discours du 3 novembre 1896. Vous voyez, les grands massacres durent 2 ans. Et ce discours est fondamental. Du reste, Marcel Proust va raconter ce discours dans son livre Jean Santeuil. Il va le romancer, il va évoquer le député Couzon qui monte à la tribune pour défendre les Arméniens. Bon. On est en 1896, novembre 1896. Bon. Et donc, il y a, effectivement, vous avez Jean Jaurès, vous avez Georges Clemenceau, vous avez Denis Cochin, vous avez Anatole France, bon. Charles Péguy. Bien. Quand même, c'est des grands noms, tout ça. Bon. Quelques mois plus tard, tous ces gens-là se retrouvent pour défendre le capitaine Dreyfus. Et Charles Péguy ou Clemenceau ou Jaurès diront clairement, c'est le même combat. Péguy dira, enfin, je le résume, il dit, on n'a pas réussi à sauver les Arméniens, on sauvera le capitaine Dreyfus. Donc c'est le même combat. Ouais. Et c'est pour ça, effectivement, que moi-même, je suis passé de l'affaire Dreyfus au sujet des Arméniens et du génocide des Arméniens. Il y a peut-être aussi deux autres raisons que je voudrais vous donner, parce qu'elles sont intéressantes, non pas parce que je parle de moi, mais parce qu'elles ont un caractère un peu universel. C'est la première chose, la deuxième raison de mon intérêt et des travaux que j'ai menés, c'est qu'effectivement, à l'époque où j'étais jeune, on était en 1986, il y avait encore le service militaire. Et donc moi, j'ai fait ma coopération, comme on dit, c'est-à-dire j'étais lecteur dans les universités, il se trouvait que j'étais lecteur dans l'université d'Istanbul. J'étais pendant 2 ans donc enseignant à Marmara, à Boğaziçi, à Istanbul Universitesi. Et là, effectivement, j'ai découvert quoi ? J'ai découvert aussi qu'il y a un État turc et puis il y a une société turque, surtout à Istanbul, qui est effectivement avec beaucoup de démocrates, avec des gens qui savent, effectivement, qui sont prêts à reconnaître. Moi, quand j'étais en Turquie, on était entre 1986 et 88, il y avait un Premier ministre qui était libéral, qui s'appelait Turgut Özal, qui avait un conseiller qui s'appelait Cengiz Çandar, et tous les deux étaient prêts à reconnaître le génocide des Arméniens. On le sait. Et du reste, Turgut Özal va devenir président de la République et va être probablement assassiné par les nationalistes turcs. Bon. Et la troisième raison, et ça, je le dis à la fin de mon petit livre, parce que, si vous voulez, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que cette histoire, finalement, du Haut-Karabakh, cette histoire de l'Arménie, du Caucase, qui paraît très très loin, elle est profondément ancrée dans chacun des Français. Ça, c'est vraiment important. C'est une histoire française, à travers l'affaire Dreyfus, vous le comprenez, à travers des expériences comme la mienne. Mais en fait, si on regarde bien, on a tous un lien avec l'Arménie. C'est très intéressant. Et c'est pour ça que vous êtes là, et je vous remercie d'être là. Moi, il s'est trouvé, et je finis mon petit livre sur ce sujet-là, en juillet, quand j'étais en train de finir le petit livre, en juillet 2023, ma tante, donc la mère la sœur de ma mère, décède. Et donc on est à ses obsèques. Et à ses obsèques, il y a mon cousin, il est un peu plus âgé que moi, et il y a le grand ami de mon cousin. Alors mon cousin, déjà, il se trouve que maintenant, il est en Arménie pour s'occuper de la restauration des lieux de culte en Arménie, alors que, je veux dire, mon cousin n'a absolument rien à voir avec l'Arménie. Il a fait l'école polytechnique, il est ingénieur de l'armement, enfin bref, voilà. Mais par conviction, notamment aussi religieuse, il est parti en Arménie. Il a pris sa retraite, il est parti en Arménie pour s'occuper des églises arméniennes. Bon. Et à côté de lui,
C'est un hasard, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Il y a son vieux copain qui s'appelle Stéphane d'Artige du Fournay. Donc Stéphane d'Artige du Fournay, il descend du frère de l'amiral qui a été sauvé les Arméniens du Haut-Karabakh, les Arméniens du Moussada. Hein, il y a Louis d'Artige du Fournay, et puis il y a Stéphane d'Artige du Fournay. Donc en fait, Stéphane, il est issu de la lignée du frère de l'amiral, parce que l'amiral n'a pas eu d'enfant. Bon. Donc j'étais là, et effectivement, j'étais entouré de gens comme moi qui ont un rapport direct avec l'Arménie. Donc c'est ça aussi, vous voyez, ce qui est très important. Et en fait, moi je trouve que, en fait, vous voyez, on se bat aujourd'hui, hein, et du reste, on est en relation actuellement avec l'ambassadeur de France en Arménie, hein, qui est quelqu'un de très entreprenant, de très actif, hein, qui s'appelle Dokotini. Et Dokotini, il travaille à ce qu'il y ait plus de reconnaissance du rôle de Louis d'Artige du Fournay. Et notamment, il y a l'idée que Louis d'Artige du Fournay, l'amiral, et que son nom donc soit donné à un navire de la Royale, de la marine française, vous voyez. Et parce que c'est comme ça aussi qu'on fait connaître les histoires, vous voyez. C'est vraiment important. Et peut-être juste une anecdote, mais qui est quand même assez belle. Donc vous voyez, ce petit livre-là, je l'ai fait en 2006, parce que moi je trouvais que le texte de Jaurès, que vous avez compris que Jaurès était un grand Dreyfusard, il l'a été vraiment, il a défendu Dreyfus de manière très très intéressante. Et donc je me suis dit, voilà, il faut faire connaître les textes de Jaurès qui sont... En plus, que Jaurès, il comprend, dans son discours du 3 novembre 1896, il dit quelque chose de très important. Il définit le génocide. Il dit « Une guerre d'extermination a commencé contre les Arméniens ». Un génocide, c'est une guerre d'extermination. Parce que la guerre n'a pas pour but l'extermination, vous êtes d'accord? La guerre, classiquement, a pour but la conquête, la soumission, mais pas l'extermination. L'extermination des populations civiles, en plus. Bon. Donc, quand Jaurès dit une guerre d'extermination a commencé, il a compris que quelque chose commençait, c'est-à-dire le génocide. Ça, c'est quand même très fort, il faut le reconnaître. C'est inouï ce qu'a fait Jaurès. Et donc, moi, je me suis dit, on va faire un livre. Donc ça, c'est un livre qui est dans une petite collection, ça coûte 3 €, hein, et on va prendre un titre, « Il faut sauver les Arméniens ». Ce titre, c'est pas le titre de Jaurès, c'est moi qui l'ai inventé. En fait, je l'ai inventé, en plus, en m'inspirant de quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, et pourtant, qui est « Il faut sauver le soldat Ryan », qui est le film de Steven Spielberg, hein, Saving Private Ryan. Bon. Mais j'aimais bien cette injonction, il faut sauver les Arméniens. Bon. Donc on sort le bouquin, et le livre, et maintenant, il a été bien diffusé, etc. Bon. Et puis un jour, parce que j'ai fait longtemps des cours à Sciences Po sur les génocides, et donc effectivement, dans une copie d'élèves, à Sciences Po Paris, pardon, mais j'aurais pu le faire à Sciences Po Lyon, dans une copie d'étudiants, eh ben, on me dit, comme l'a écrit Jaurès dans « Il faut sauver les Arméniens ». Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on pense que Jaurès a écrit un livre qui s'appelle « Il faut sauver les Arméniens ». Et ça, c'est la magie quand même de l'édition. Voilà. C'est-à-dire, tout d'un coup, on prolonge l'œuvre de Jaurès avec un nouveau livre. Peut-être une dernière question assez rapide, s'il est possible. Ah. Bonsoir et merci pour votre présentation. J'avais une question un peu compliquée. Vous avez parlé de l'identité tout à l'heure, et pour moi l'identité, c'est surtout la religion. Donc je voulais savoir si selon vous, en fait, la religion avait empêché d'une certaine manière l'Arménie de se trouver des alliés historiques et d'avoir une diplomatie autre,
et notamment des alliés forts comme je pense à l'Iran? Alors, bon, c'est vrai que, enfin, voilà, pour être très clair, les Arméniens ont été ciblés pas seulement parce que ils n'étaient pas musulmans, qu'ils étaient effectivement chrétiens. Hein, et dans l'Empire ottoman, si vous n'étiez pas musulman, vous aviez donc un double impôt, notamment hein, l'impôt général et puis l'impôt du fait que vous étiez dhimmi, bon, c'est-à-dire effectivement d'une communauté non musulmane. En fait, la fabrication de la race arménienne destinée à être détruite, hein, elle a été réalisée notamment par le docteur Nazim hein, et Talat Pacha, hein, qui était le principal architecte hein, de la solution finale de la question arménienne. Hein, du reste, il y a un très grand livre de Kieser, de l'historien suisse Kieser sur le sujet. Ça a été effectivement de passer d'une définition religieuse, les Arméniens chrétiens, voilà, à vraiment la fabrication d'une race arménienne diabolique, déshumanisée. On parlait effectivement voilà, du bacille, des microbes. Les Arméniens n'étaient plus des humains, c'est une race inhumaine. Donc vous voyez, on est allé, les jeunes Turcs qui organisent le génocide vont beaucoup plus loin que de stigmatiser une religion, même si quand même, effectivement, il y a le critère religieux qui rentre en ligne de compte pour désigner les Arméniens donc à la destruction. Bon. Alors, pour revenir effectivement à la situation d'aujourd'hui, premièrement, c'est vrai que vous avez dans la défense des Arméniens d'aujourd'hui une dimension religieuse, voire, je dirais, guerre de civilisation. Quand vous avez par exemple Éric Zemmour qui en fait va défendre les Arméniens, et il l'a fait en allant en Arménie, lui il fait ça parce que effectivement les Arméniens sont menacés par l'islam, par les musulmans, et que l'islam et les musulmans sont effectivement la principale menace selon lui, je veux dire, de l'Europe chrétienne, voilà. Donc et au-delà. Bon. Donc il y a ce critère religieux qui rentre en ligne de compte pour des gens comme Éric Zemmour, il faut le reconnaître. Bon. Mais ce critère religieux, alors la question, est-ce que ce critère religieux, par exemple, va amener Donald Trump à défendre l'Arménie? On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, probablement non, parce que en fait, on a compris que Donald Trump n'obéissait qu'à des intérêts finalement quasiment commerciaux, hein, de clients, voilà. Bien qu'autour de Trump, il y a quand même des conseillers qui sont plutôt favorables à l'Arménie, mais bon. Voilà. Donc, est-ce que le fait que, donc c'est la question, est-ce que le fait que l'Arménie, qui est donc chrétienne, avec un point important de l'Église, ça c'est vrai, hein, donc en Arménie, est-ce que cette identité chrétienne empêche l'Iran de soutenir l'Arménie? Bon. Moi je ne pense pas, je pense que l'Iran, en fait, il n'a rien fait pour l'Arménie. Moi, je me souviens en 2020, vous voyez, quand il y a la guerre, hein, qui va précipiter la défaite, qu'un certain nombre d'Arméniens se disaient, en fait, l'Iran va réagir. L'Iran va réagir parce que l'Iran est très inquiète du fait que la Turquie et l'Azerbaïdjan sont en train de gagner dans le Caucase. Ouais, bon. En fait, il ne s'est rien passé. L'Iran n'a pas bougé. Bon. Pourquoi l'Iran n'a pas bougé ? Parce que moi je pense que le vrai critère, c'est le critère du régime. C'est-à-dire que l'Iran est une dictature sanglante, hein, on l'a vu. L'Arménie est devenue une démocratie. Et que l'Iran va, même pour des intérêts purement géopolitiques, d'accord ? Pour des intérêts purement géopolitiques, je ne vois pas l'Iran venir soutenir l'Arménie. Et en plus, je veux dire, est-ce que l'Arménie veut vraiment le soutien de l'Iran ? Ouais. Parce que le soutien d'une dictature, c'est quand même
c'est périlleux. Hein. Et c'est pour ça aussi que l'Iran, que l'Arménie a compris qu'elle ne pourrait rien attendre de la Russie. Voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question, au fond, la question religieuse, je ne pense pas qu'elle sépare l'Arménie de l'Iran. C'est plutôt la question des régimes, hein, qui fait que l'Iran ne va certainement pas soutenir l'Arménie, qui est, à ses yeux, je veux dire, trop démocratique. Si l'Arménie était restée une puissance régionale avec le soutien de la Russie, il est possible que l'Iran aurait vu son intérêt, vous voyez. Mais là, c'est plus le cas, quoi. Et je ne pense pas que l'Arménie, en plus, souhaite vraiment le soutien de l'Iran, quoi. Mais bon. Oui. 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 Alors, moi, historiquement, hein, il faut faire attention parce que, en fait, ces frontières-là, elles ont quand même été dessinées par Staline. Donc, je veux dire, bon, est-ce qu'on est vraiment tenu? Moi, ce que je vois quand même, c'est l'autonomie des habitants du Haut-Karabakh. Je veux dire, qui, certes, étaient reconnus par personne. Même l'Arménie ne reconnaissait pas la République autonome. Il n'empêche que la République autonome, c'était une vraie république. Je veux dire, avec une volonté populaire quand même. La volonté populaire, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, de créer des institutions, de créer un parlement, un gouvernement, de créer une justice, tout ça, c'est important quand même. Donc moi, je pense que le Haut-Karabakh existe politiquement, et effectivement, on a posé la question, on a évoqué le fait que le Haut-Karabakh, la République, a été dissoute. Elle a été dissoute, pourquoi? Parce qu'il y a eu une telle pression en fait des Russes pour que ça, via l'Azerbaïdjan voulait bien sûr que le Haut-Karabakh a toujours été considéré comme des sécessionnistes. Tu vois. Les dirigeants du Haut-Karabakh qui sont actuellement détenus à Bakou et torturés à Bakou, ne sont pas du tout reconnus comme des ministres ou des parlementaires. Hein. Non, ce sont effectivement des sécessionnistes au regard de la loi azerbaïdjanaise. Hein. Donc ils n'ont aucune protection internationale. Mais pour moi, effectivement, le Haut-Karabakh a existé en tant que république autonome, et si elle a été obligée de se dissoudre, c'est effectivement sur la pression exercée sur eux par la Russie et même par l'Arménie, parce que l'Arménie a très peur, vous voyez, de la manière dont l'Azerbaïdjan pourrait utiliser par exemple un gouvernement en exil pour dire « Ah, l'Arménie soutient un gouvernement en exil, on attaque l'Arménie ». Donc, c'est vrai que c'est une situation extrêmement compliquée. Et pour revenir sur ce que vous avez dit plus tard, juste après, c'est qu'est-ce qui va se passer si l'Arménie est attaquée massivement? C'est ça aussi la question. C'est ça. Tout le monde se dirait ça serait quand même très bien que la France envoie des rafales pour protéger l'Arménie. C'est ce qu'on souhaiterait d'une certaine manière. Comme Louis d'Artiche du Fournay qui envoie ses commandos marines sauver les Arméniens. Ça va être très compliqué parce que, je veux dire, il faut passer, même sur un plan strictement technique des couloirs aériens. Pour le moment, quand on va en Arménie, on passe par la Géorgie, hein, ou par la Turquie, bien que les choses soient très compliquées. Je veux dire, en cas de conflit, tout ça, ça va. Si la Géorgie passe vraiment dans le camp russe et c'est bien parti,
C'est-à-dire, il faudrait effectivement utiliser les couloirs aériens iraniens. Enfin oui, vous imaginez quand même le schéma. Donc les Nations Unies, est-ce qu'elles peuvent intervenir ? C'est compliqué parce qu'il y a des membres permanents et les membres permanents ont droit de veto. Donc la Russie va imposer son droit de veto immédiatement. Donc on est vraiment dans une situation très très difficile. Moi je pense, et je finirai peut-être juste sur ce point-là, c'est que en fait il faut vraiment aider, et c'est ce que fait la France du reste, aider l'Arménie à être capable de se défendre elle-même le mieux possible, ou en tout cas suffisamment pour dissuader la Turquie et l'Azerbaïdjan de continuer. Parce que en fait sur les guerres, il y a une dimension diplomatique. Si effectivement l'Azerbaïdjan attaque et que là il y a vraiment une résistance extrêmement farouche de la part des Arméniens et que la victoire paraît difficile immédiatement pour l'Azerbaïdjan pour renoncer, parce qu'il y aura des pressions internationales, d'accord ? Donc il faut permettre à l'Arménie d'avoir les moyens de résister efficacement pendant plusieurs semaines. C'est ça l'objectif. Et donc comment est-ce qu'on fait ? On fait à la fois en professionnalisant l'armée. L'armée arménienne était une armée en fait de l'Empire soviétique, c'est-à-dire en partie corrompue et n'ayant pas de stratégie. Bon, sinon, de stratégie, vous voyez, de moyens lourds, de blindés, etc., qui ne correspond pas aujourd'hui au champ de bataille. Donc, aujourd'hui, l'objectif est de professionnaliser l'armée arménienne, d'accord ? Bon. Et donc de la former. Et du reste, la France participe à cette formation, et c'est très bien. Le deuxième enjeu, c'est de disposer d'armes intelligentes qui, effectivement, vont dissuader l'Azerbaïdjan d'attaquer. Aujourd'hui, le déséquilibre est flagrant entre la puissance militaire de l'Azerbaïdjan et la puissance militaire de l'Arménie. Mais l'Arménie peut, rapidement, de mon point de vue, acquérir une capacité technique, militaire, capable d'empêcher l'Azerbaïdjan de gagner très vite. Et je prends l'exemple, et je termine là-dessus, d'un pays qui quand même a connu un génocide et qui aujourd'hui est doté d'une armée extrêmement professionnelle, qui est en fait le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda est capable de mener, comme vous le savez, une opération au Congo avec, une intelligence stratégique et tactique réelle. D'accord ? Donc, moi, je pense que l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, si on veut aider, si on veut aider concrètement l'Arménie, il faut soit effectivement faire en sorte que l'Arménie ait des armes intelligentes, notamment en termes de drones, de brouillage des drones azerbaïdjanais, etc. Ou bien de soutenir l'Arménie sur des programmes civils, parce que dès lors qu'on soutient l'Arménie sur des programmes civils, l'Arménie est capable de dégager de l'argent pour financer son effort militaire, vous voyez ? Donc c'est ça ce qui est concret. Je crois que, il y a un enjeu majeur pour l'Arménie. Le problème de l'Arménie, pour finir, c'est que, et ça c'est un élément psychologique compliqué, c'est que l'Arménie a vécu deux défaites. La défaite donc de 2020, avec déjà l'amputation du Haut-Karabakh, et puis la mort quand même de milliers de soldats, de jeunes soldats arméniens, de jeunes, ça a été terrible, ça, vraiment terrible. Et puis la défaite de 2023 avec la disparition de Haut-Karabakh. Donc ça fait deux défaites. Et c'est pas facile pour un pays, pour un peuple, de trouver l'espoir quand vous êtes marqué par deux défaites. Donc il faut inventer des victoires. Oui. Ouais. Et du reste, ce qu'on fait là aujourd'hui en parlant tous ensemble, c'est des petites victoires pour l'Arménie. Merci beaucoup. Je comprends que cette conférence ait suscité un certain nombre de questions, mais je suis navrée, on va devoir conclure.
C'est donc ainsi que s'achève cette conférence qui nous rappelle avec force que l'histoire n'appartient pas au passé, mais qu'elle éclaire et façonne notre présent. Qui se souviendra des Arméniens ? Cette phrase que vous reprenez sur la 4e de couverture de votre ouvrage, Monsieur Duclerc, renvoie au mot glaçant d'Hitler à la veille de l'invasion de la Pologne, en 1939. Qui se souvient encore du massacre des Arméniens ? Une question qui demeure tristement actuelle tant l'effacement, la négation et l'indifférence continuent de menacer l'Arménie et sa diaspora. Face à cela, la reconnaissance ne saurait être un simple exercice de mémoire. Elle est une responsabilité. Celle de ne pas laisser l'histoire se répéter, de rester vigilant face aux injustices et de défendre activement le droit des peuples menacés. Il faudra avoir le courage de nommer, de transmettre et d'agir, y compris en inscrivant dans le droit la pénalisation du négationnisme du génocide arménien. Car refuser l'impunité, c'est aussi œuvrer pour la justice et la dignité des peuples. Merci à Vincent Duclerc pour son éclairage essentiel. Merci à vous tous pour votre présence et pour vos questions. À bientôt.